pas la même de la part de quelqu'un qui capterait les signaux cosmiques et de quelqu'un qui serait entraîné par une personne qui les capte. Vous voyez bien que la sensibilité n'est pas du tout du même ordre. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui ne soit pas entraîné par les signaux cosmiques. Non, mais celui qui est entraîné par... Ah si, non. Alors, justement, c'est là qu'il y a une ambiguïté, Philippe Vildet. On peut très bien... Le résultat est le même. Dans un cas, la personne a capté directement. Dans l'autre cas, elle a réagi dans la foulée, dans le signal de quelqu'un qui l'a capté. C'est impossible, c'est comme si vous me disiez que parce qu'il fait du soleil sur une plage, bon, quelqu'un capte la chaleur à partir du voisin. Mais non, il la capte lui directement. On capte tous les ondes. Pour le soleil, certainement. Toutes les ondes. Ah, mais... On est complètement traversé par... Alors voilà, ça c'est un autre débat que l'on peut avoir, que j'avais d'ailleurs... Comment vous voulez vivre en dehors de la vie, voilà. C'est pas possible. Alors voilà, alors ça sur ce point, je voudrais répondre, alors, ne soyez pas aussi affirmatif. Avec moi, il faut faire attention de ne pas être trop affirmatif parce que je crois qu'on peut vous démontrer très facilement le contraire. Alors, mais c'est à l'occasion. Premièrement, concernant bien évidemment l'influence du soleil, tout à l'heure je le disais, le soleil il est là, personne ne conteste et tout le monde est marqué par le soleil. Donc là, dans le cas du soleil, il n'y a pas de phénomène d'entraînement, nous sommes tous marqués, même si on peut être entraîné par les vacances. Maintenant, c'est tout le problème de la question. C'est la différence entre. Pour moi, j'ai introduit la notion de signal. Un signal, la différence entre une influence directe d'un phénomène, ou d'énergie, ou de particules, ou tout ce que vous voulez, ça existe. Indiscutablement, ça existe. Mais l'astrologie, justement, ne se situe pas dans ce plan-là. Donc, effectivement, il faudrait distinguer une sorte de bain énergétique ou particulière dans lequel nous sommes tous, du moment que nous sommes dans l'univers, imprégnés, le fait que nous soyons tous marqués par les saisons, bon, ça c'est une évidence, mais le problème c'est que c'est pas ça l'astrologie. L'astrologie, c'est un autre type de signal, beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe, qui est la capacité à reconnaître certaines configurations cosmiques, certaines conjonctions, certains alignements cosmiques, etc., et qui n'ont pas du tout la même réalité objective ni que les quantas, ni que le soleil, etc. C'est une réalité beaucoup plus subtile, et cette réalité beaucoup plus subtile, elle n'est accessible que par certains individus, qui sont en quelque sorte des prêtres, si on peut dire, ou des intermédiaires, des anges, comme on voudra, qui, eux, captent ces énergies qui sont des énergies beaucoup plus subtiles, beaucoup trop subtiles, et qui les font rayonner ensuite à l'échelle de l'ensemble de l'humanité. Mais ce n'est pas du tout le même processus que le processus solaire. Je pense que tout le monde capte, mais que peu a conscience de capter, si vous voulez, mais tout le monde capte. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui soit vivant et qui soit en dehors de la vie, c'est inimaginable. Alors, moi je vous répondrai. Inimaginable. Je vous répondrai de manière très simple, encore une fois. Le débat, justement, m'intéresse. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait, Philippe Vildet, que tout le monde ne peut pas être un leader, tout le monde ne peut pas être un chef? Ah, mais ça, c'est autre chose. Non, répondez. Bon, que tout le monde ne peut pas prendre des initiatives. Bon. Donc, si vous voulez, il y a des énergies. Bon, premièrement, la question qui se pose au niveau de ce qu'on appelle la cosmocratie, c'est qu'effectivement, est-ce que les chefs, justement, ne sont pas, justement, des gens qui captent des énergies particulières que les autres ne captent pas? Première question. Deuxièmement, on est d'accord sur le fait que tout le monde ne peut pas être un chef. Donc, si on ne peut pas être un chef, il est évident qu'il peut y avoir des gens qui ont capté ces énergies et pas les autres. C'est toute la différence. Mais on parlait tout à l'heure de ces énergies, tout à l'heure on parlait de personnages évolutifs, effectivement. Il y a des personnes qui sont évolutives, et heureusement tout le monde n'est pas évolutif, et heureusement que tout le monde n'est pas animé, on serait dans une confusion totale. Heureusement qu'il n'y a que quelques éléments centraux qui bougent, et qui entraînent les autres. Imaginez que toute personne serait elle-même un centre d'énergie prodigieux. C'est pas possible, l'humanité ne fonctionnerait pas. On a besoin d'un système pyramidal. Pas de la même façon qu'aujourd'hui. Mais non, ça ne prouve pas qu'elle ça ne correspond ni à la réalité politique, ni économique, d'aujourd'hui, ni intellectuelle, etc. Il y a des éléments de centralisation et des personnages qui sont des personnages semences, des personnages centraux qui entraînent les autres. Et à mon avis, mais ça c'est la thèse que je vous développe, je sais qu'elle est nouvelle, c'est ce que j'appelle la démarche cosmocratique, c'est-à-dire le pouvoir lié au cosmos,
qui, pour moi, est un élément central. Et à ce propos, et après je vous laisserai nous exposer cet exposé non, sur... à ce propos, moi je crois beaucoup à des recherches d'ordre médical qui pourraient montrer que certaines personnes, marquées par certains comportements périodiques, réagissent à certaines époques et que ces réactions peuvent être appréhendées au niveau cérébral, au niveau du cerveau, au niveau d'une suractivation de certaines cellules, etc. Certaines zones du cerveau, oui. Voilà. Mais ça, c'est probable. Mais je crois que l'erreur, ce serait de croire que c'est valable pour tout. Je crois que la grande erreur de l'astrologie moderne, c'est de croire que ce qui est vrai à l'échelle de l'humanité tout entière, parce qu'elle est vraie à l'échelle de quelques personnages qui entraînent les autres, que ce soit une vérité pour chaque individu. Les individus isolés ne sont pas forcément dans un rapport au cosmos direct, et donc par conséquent, il faudrait plutôt focaliser sur certains personnages qui sont marqués. Moi, je vous donne un exemple très, très bébête, mais très concret. Voyez-vous ? Bon, c'est vrai que moi, par exemple, effectivement, quand je parle de déplacement, je suis assez bien placé. Bon, par exemple, depuis un an, par exemple, je ne cesse pas de me déplacer, de bouger, etc. Mais je regarde autour de moi, les gens ne se déplacent pas du tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je parle même dans le milieu astrologique. Je prends par exemple notre ami Alain Chivray, par exemple. Qui est un an, justement. Là. Oui, mais il n'a pas été rencontré le moindre astrologue dans toute la France. Totalement. Il n'a pas été bougé à ça. Bon, Donc si vous voulez, il y a bien quelque chose, il y a quand même des choses qui ne sont pas partagées par tout le monde. Oui, parce que vous avez quelque chose qui vous anime, c'est pour ça aussi. Mais vous n'êtes pas le même homme que lui. Mais, d'accord, mais lui, non, mais je veux dire que c'est pas, bien sûr que c'est une question d'animation. Mais je veux dire par là que, normalement, il y a des moments où on voit certains personnages animés, comme vous dites, ou appelés, si on préfère, par certains tropismes, par certains processus extrêmement concrets. Comme je veux dire, c'est pas une question de psychologie subjective, etc. Ils font tant de kilomètres. Oui, parce que là, vous privilégiez l'action Voilà. au détriment de la méditation. Mais oui, mais alors quand on reste au niveau de la méditation, vous serez là avec moi, Philippe, l'idée que ça devient beaucoup plus difficile à appréhender. On peut pas faire des analyses statistiques sur des questions de méditation ou d'état personnel, d'état subjectif. La différence entre Sarkozy et un moine qui est dans son monastère depuis perpète, si vous voulez, c'est qu'ils ont peut-être, même sans doute, des thèmes différents. Mais bon, ça ne veut pas dire que l'action soit vraiment un modèle en tant que tel. Oui. Pas forcément. Alors justement, je vous répondrai que moi, c'est ce que j'ai un langage qui est très marqué par la linguistique. Je travaille constamment sur le signifiant et le signifié. Bon, c'est une gymnastique qui n'est peut-être pas toujours évidente. Mais quand l'astrologue fait une prévision, bon, il la fonde presque toujours sur une configuration, quelle qu'elle soit, qui va se produire. Bon, astronomique. Une comparaison entre une configuration astrologique céleste du moment et le thème natal de la personne. Hein. Toujours la comparaison entre les deux. Oui, peut-être, pas forcément, mais effectivement, généralement... Il va être obligé s'il fait bien son travail. Oui, enfin, généralement, en effet, il va étudier les transits. Mais enfin, on pourrait imaginer... Moi, vous savez, je suis un peu comme Lobachevsky. Moi, j'imagine des astrologies qui ne soient pas forcément euclidiennes, c'est-à-dire qui passent par le thème natal. On peut très bien imaginer que des configurations qui ont lieu dans le ciel marquent certaines personnes, quel que soit leur thème natal. Enfin, Mais cela dit, je suis d'accord, je connais la doxa astrologique qui fait qu'effectivement, il y a un prisme du thème natal pour étudier les configurations. Bon, admettons. Mais cela dit, il y a des configurations du thème natal, configuration du transit, etc. Bon, tout ça, c'est des configurations astronomiques. Donc, au niveau astronomique, l'astrologie est dans le concret. Donc, le concret de l'astrologie, le signifiant astrologique, c'est bien tout ce qui est astronomique. Et puis, à l'autre bout, il y a l'interprétation que l'astrologue fait de ces configurations. Sans parler du fait que certains astrologues tiennent compte des étoiles fixes. C'est-à-dire qu'en plus des planètes, il y a donc certains pensent à l'influence des étoiles fixes. Bon, il y en a beaucoup, il y a des livres là-dessus d'ailleurs. Mais pourquoi pas? Peut-être que l'astrologie peut tout à fait s'élargir. De ce côté-là, c'est pas un souci. Moi-même, je suis un partisan de l'étude des étoiles fixes, mais c'est pas sur ce point que je discutais. Je dis simplement qu'entre d'un côté les données astronomiques qui sont extrêmement concrètes, objectives,
Voilà. Et d'autre côté, les données astrologiques telles qu'elles sont pratiquées par l'astrologue aujourd'hui, qui sont beaucoup plus abstraites. Carrément, le mot abstrait n'est pas très juste, qui sont beaucoup plus individuelles, personnelles et qui relèvent de la subjectivité. À mon avis, il faut créer une interface entre les deux. Ouais. Une interface qui soit entre les données proprement astronomiques, Tout à fait. les données proprement subjectives, et qui correspondent à une interface objective du type de celle qu'on a discutée depuis toute la matinée, c'est-à-dire effectivement certains types de comportements très concrets, les gens font tendance à faire ceci ou pas cela, sans considérer leurs motivations qui sont, elles, à notre niveau. Oui, mais ça me rappelle la phrase de Serge Guitry qui disait « Je suis contre les fans, tout contre ». Oui. Vous voyez, à propos d'interface. Je veux dire qu'effectivement, on peut penser qu'il y a une différence, mais en fait, il y a beaucoup plus souvent une alliance. Mais on manque peut-être de mots pour pouvoir en parler, quoi. Oui. C'est pour ça que ma question initiale de notre entretien, c'était justement quelles étaient les manifestations, en dehors du problème de l'astronomie, qu'est-ce qui, en rapport avec l'astronomie qui est insignifiante, qui est une objectivité absolue, encore que, comme vous le savez, sur ce point on pourra en discuter, il y a certaines configurations qui n'ont pas de réalité astronomique absolue. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, si je dis qu'il y a un aspect entre deux planètes, ça peut s'observer astronomiquement, mais au niveau de la science astronomique, ça n'est pas, c'est pas évident. Hein. Les astronomes n'ont rien à faire pour nous savoir s'il y a un alignement entre deux planètes, ça ne les intéresse pas. Mais pour l'astronomie, donc déjà l'astrologie, c'est là que je distingue entre l'astronomie pure et dure et une astrologie qui déjà introduit un autre niveau de subtilité qui fait que certaines configurations en carré, en aspect, etc. vont être signifiantes alors qu'elles ne le sont pas pour l'astronomie, même si ce sont des données astronomiquement observables. C'est vrai. Bon, elles sont observables, mais elles ne font pas sens au regard de la science astronomique. Voilà, ça c'est le symbolisme de l'astrologie, quand même. C'est vrai. Et c'est déjà quand même, mais malgré tout c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que l'astrologue, quand il parle d'une configuration, elle existe. Elle existe, mais elle existe astrologiquement. Oui, totalement. C'est-à-dire qu'elle existe astronomiquement, mais d'une astronomie qui est méta-astronomique, c'est-à-dire qui est une astronomie. Oui, non, mais là je suis tout à fait d'accord. C'est comme quelqu'un qui dirait je fais une sculpture à partir d'un bloc de marbre. Bon, la sculpture fait partie du bloc de marbre, mais elle n'est pas inhérente au bloc de marbre. Donc l'astrologue structure l'astronomie à sa façon, et c'est là que justement il y a une différence entre le Soleil, qui lui est quelque chose qui astronomiquement et météorologiquement est absolu, et les configurations astrologiques plus subtiles qui, elles, ne s'imposent pas de la même manière. Et à mon avis, l'autre jour, j'étais en train de discuter avec madame à Besançon, avec madame Monique Durain, je ne sais pas si vous avez entendu l'entretien. Alors elle me dit comme ça, froidement, elle me dit, oui, ce qui est vrai pour le Soleil, c'est vrai pour Pluton, il n'y a pas de problème, c'est pareil, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a jamais de problème. Bon, ça c'est la façon dont les femmes parlent d'astrologie, souvent il n'y a pas de problème. Non mais c'est vrai, souvent, elles sont dans une sorte d'évidence. On est dans l'évidence, c'est-à-dire que ça va de soi, c'est comme ça. C'est drôle, alors c'est peut-être des femmes masculines, hein, c'est très étrange. Oui. Vous faites des drôles de rencontres. J'ai pas dit que ça était masculine, c'est vous qui dites, c'est vous qui avez une conception du masculin. Non, pas du tout. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez un peu plus de cet ouvrage, essayer de faire comprendre ce qu'a fait Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, parce qu'apparemment vous avez l'air c'est vrai qu'il y a toujours une philosophie sous-jacente. Alors quelle est cette philosophie qui vous anime, Philippe Vildé? C'est la souffrance. C'est la souffrance de voir mes contemporains souffrir pour des raisons totalement inutiles et disparues totalement dans le temps. Donc, si vous voulez, cet ouvrage, il y en a plein d'autres ici, et puis j'y crois beaucoup, puis j'en écris aussi beaucoup. Là, l'auteur s'appelle Eckhart Tolle. Le livre s'appelle Le pouvoir du moment présent. C'est quelqu'un qui, à force de chercher, a compris que beaucoup de choses qui le faisaient souffrir mentalement, moralement, étaient sans existence réelle. Bon, exemple. Je dis quelque chose d'anodin à ma femme. Bon, ma femme se met en colère. Pourquoi? Parce que ce quelque chose d'anodin que je lui ai dit éveille en elle des rangs et principes qui ne sont pas elle, ces principes, pas du tout, elle les a appris après, etc. Donc elle va s'infliger des tortures et ensuite infliger des représailles aux autres à partir de quelque chose qui n'existe pas, qu'une abstraction totale dans sa tête. Donc, si vous voulez, ce type d'ouvrage
vous permet un petit peu, vous donne un peu des méthodes pour regarder ses pensées à la loupe, repenser, les trier, les voir surtout sans aucun jugement, parce que le problème dans la culture judéo-chrétienne, c'est que on a très vite fait de se dire ah ben, ce que je pense c'est pas beau, ou ce que je pense c'est vilain, ou ce que je pense c'est laid, ou ce que je pense si, ou c'est défendu, peu importe. Donc il y a une espèce d'autocensure de ses propres pensées, qui est le premier travail à faire, c'est d'observer neutre, une neutralité bienveillante, ce que l'on pense. Après, savoir si ce que l'on pense correspond à une réalité ou non. Et ça permet de se débarrasser, si vous voulez, de 90% de ses souffrances morales. Et par induction, ça peut également faire régresser des symptômes physiques extrêmement gênants. Et donc ça va très très loin, si vous voulez, comme... c'est un travail, c'est un vrai travail en fait, de prise de conscience. C'est en sens ça que vous êtes aussi thérapeute en fait. Oui, Ouais. oui, je suis astrologue et thérapeute, oui. Je dirais presque plus thérapeute qu'astrologue, je me reconnais, parce que, bon, j'utilise effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, j'utilise l'astrologie comme quelqu'un utiliserait le tarot, voyant utiliser le tarot, pour avoir un peu une base mathématique en quelque sorte, quoi. Et puis souvent ça marche en plus. Hein. Donc c'est une démarche extrêmement passionnante, et si vous voulez... Et il y a une phrase que je dis souvent, qui est, bon, que j'ai pensé il n'y a pas très longtemps, quand quelque chose me dérange, je me demande tout de suite si ça dérange mes principes ou ma personne. 90 fois sur 10, sur 100, je me rends compte que ça dérange que mes principes, et je me dis, eh ben non, ça ne me dérange pas du tout, c'est complètement virtuel. Ça ne dérange pas ma personne. Et très souvent, quand vous regardez les gens discuter entre eux, ils s'énervent, ils se fâchent, ils se mobilisent, pour des choses qui ne les concernent pas. Et là, on en revient un petit peu au principe du bouddhisme, enfin certaines formes. Et on en arrive également à un autre ouvrage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les 4 accords Toltec, dont Michel Ruiz, que vous connaissez peut-être, qui donne quatre directives. L'une des 4 que j'aime beaucoup, c'est tout simplement, quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Et ça va très très loin. Donc si je comprends bien, vous utilisez d'autres outils que l'astrologie, Oui. d'autres clés pour comprendre les personnes que l'astrologie. Oui. Mais je trouve que c'est très bien, justement, Oui. au contraire. Ah oui, bah sinon ça limite. Mais alors justement, comment vous... bon, on va en parler, moi aussi j'ai d'autres outils que l'astrologie pour comprendre certaines questions, et je pense que c'est une grave erreur de la part de certains astrologues de vouloir tout expliquer par l'astrologie. On ne peut rien expliquer partout. Et puis, même l'inverse, facétieusement, mais je veux dire, se limiter à une discipline, ben, c'est comme malheureusement le médecin qui n'a aucune notion de psychologie et qui est souvent à côté du bon remède. Mais est-ce que je voudrais quand même approfondir un peu votre pratique d'astrothérapeute ou de thérapeute astrologue, est-ce que le thème astral vous permet de comprendre les problématiques dont vous venez de parler? Oui, ça me permet de dater. Ça me permet de retrouver, à partir du présent, c'est-à-dire de la personne qui me parle, qui veut me voir parce qu'elle souffle quelque chose, bon, ou qui a un choix à faire. Bon, si elle souffle quelque chose, j'essaie de la soulager. Donc, pour la soulager, il faut donc que je l'aide et que je retrouve le moment où elle a pensé un truc qui était faux et qui, du coup, l'a fait souffrir. Parce que c'est faux. Et là, vous allez tomber dans les questions de transit, de Oui, progression. oui, ou de progression symbolique. Oui. Exemple, le Soleil, comme tout à l'heure, 1 degré du Bélier, Vénus à 14 degrés du Bélier, donc différents 13 degrés, 1 degré égale 1 an symboliquement. Donc premier chagrin d'amour éventuellement à 13 ans. Donc, c'est en retrouvant ces 13 ans-là, en retrouvant un événement, c'est valable aussi pour le complexe d'échec. Mars opposé Jupiter, par exemple, où quoi que la personne fasse, elle a le sentiment d'avoir raté, de ne pas avoir réussi. C'est un sentiment. C'est complètement faux, mais ce sentiment est vrai pour elle et elle en souffre. Bon, si on s'aperçoit que l'orbe de planète est de, par exemple, de 7 degrés, eh bien ça permet de retrouver plus vite un événement qui s'est passé dans la vie de la personne, dans son enfance, où elle a eu un succès, et puis elle n'a pas eu la valorisation escomptée. Oui, donc quand même vous articulez les travaux auxquels vous faisiez allusion sur toute une grille prévisionnelle, en fait. Enfin,
chronologique. Chronologique, plus Oui. que prévisionnel. Voilà, c'est ça. Chronologique. Donc vous n'avez pas résisté à l'idée, enfin quelque part, donc l'astrologie déboucherait sur cette, l'astrologie serait une façon de déboucher sur cette méthode en fait. Oui, totalement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous dites, l'astrologie met en évidence certaines configurations, et les manifestations correspondant à cette configuration, il faut les chercher dans le registre de ce Tout au système. moins, on peut peut-être les trouver. On peut peut-être les trouver dans. Ça. Bon, souvent ça marche. Bon, exemple, dans un thème, vous avez la Lune à 5 degrés du Cancer et Neptune à 10 degrés du Cancer. Bon, vous avez donc 5 degrés, donc symboliquement 5 ans, 5e année, enfin 4 ans. Bon, la Lune c'est la mer, la maison. Neptune c'est l'abandon. Bon, trahison. On peut penser que cette personne a eu un sentiment de trahison par rapport à sa mère ou à sa famille à cet âge-là. Qu'elle répercute ensuite, qui pour elle est une réalité, une croyance, et qu'elle va s'arranger pour refabriquer tout au long de sa vie tant qu'elle n'a pas compris pourquoi. Elle le fait. Alors moi, personnellement, pour le plaisir du débat, moi j'ai une démarche totalement différente de la vôtre, encore une fois. Dans cette je recours également à d'autres critères psychologiques qui sont plutôt de l'ordre de la psychosomatique, si on veut. Oui, parce qu'il est comme question, la souffrance, c'est un peu une thématique qui revient aussi. Souvent, c'est comment... C'est comme si l'humanité utilisait et cherchait des outils pour régler la question de la souffrance. Donc on utilise, certains utilisent... C'est une question récurrente, cette idée de souffrance aussi. Les gens cherchent à moins souffrir. Moi, personnellement, je suis assez sceptique sur le mot souffrance. C'est vrai que... mais c'est très intéressant au niveau de la rhétorique féminine, la souffrance. Mais c'est quelque chose qui revient souvent. Oui, non mais attendez, parce que la souffrance... Je vous donne un exemple. Vous mangez quelque chose que vous n'auriez pas dû manger. Sur le moment, vous n'allez pas souffrir. Dans l'instant immédiat. Mais peut-être que 3 heures après, ou 3 jours après, vous allez souffrir. C'est clair. Donc la souffrance, c'est un résultat. C'est le résultat. Bon. Normalement, si vous aviez fait attention, vous n'auriez pas souffert. Si vous n'aviez pas pris ce produit-là, vous n'auriez pas souffert. Donc, dans ce cas de souffrance physique, liée à l'alimentation. Alors justement, j'ai inventé une nouvelle méthode que je me permets de vous exposer très brièvement, qui est la stomatique. C'est-à-dire la souffrance liée à la bouche. L'estomac, enfin le stomatique. Non, stomac, c'est... Oui, enfin, stomac, c'est la bouche et on donne le stomatologue. D'accord, voilà. Alors, les nouvelles recherches de stomatique, de psychosomatique, celles notamment de Henri Bianchi et de Jean-Benjamin Stora, etc., posent le problème de l'extérieur et de l'intérieur. Hein. Bon, parce qu'en fin de compte, notre bouche est à la fois ce qui nous détermine ce que nous allons prendre, mais aussi ce que nous allons dire. Oui, je comprends. Donc ça gère à la fois notre santé physique, mais aussi notre santé mentale. Parce que si nous créons un rapport extrêmement agressif envers notre environnement, et notre pouvoir sur les autres. Ça sera, oui, voilà. Si nous avons des rapports extrêmement pénibles et agressifs envers notre environnement, ça va avoir des répercussions peut-être aussi graves que l'agressivité qu'on peut avoir par rapport à soi-même. C'est clair. Donc, et d'ailleurs, souvent, on remarque... Alors moi, cette pathologie, on remarque par exemple certaines personnes, c'est les mêmes personnes, elles mangent n'importe quoi, elles disent n'importe quoi. Oui, c'est logique. C'est-à-dire qu'un type qui, généralement... Alors, souvent, le symptôme circule. La personne, par exemple, qui boit trop, elle arrête de boire, ou mange trop, mais alors, au contraire, elle va dire des trucs, elle va dire n'importe quoi. Elle va se déverser. Voilà. Donc, si vous voulez, quelque part, il y a un dérèglement, c'est là. Ce dérèglement, moi qui m'intéresse, à mon avis, il peut être la base d'une thérapie. Hein, comment le dysfonctionnement au niveau buccal, au niveau de ce que j'appelle le surmoi buccal. Parce que la bouche, justement, c'est celle qui va déterminer ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas, ce qui sort et ce qui ne sort pas. Au niveau du vrai ou du faux, ou du normal ou pas du normal. Tout à fait.
Alors, moi je considère que dans beaucoup de cas, cette question-là, qui déclenche de la souffrance, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque si la bouche, en tant que facteur de filtrage, ne fonctionne pas, ça va provoquer de la souffrance. Non, mais... Puisque la personne va manger des choses qu'elle ne devrait pas manger, ou elle va dire des choses qui vont créer des problèmes. Oui, mais alors, docteur, pourquoi? C'est pour ça, moi, je suis toujours l'obsédé de rechercher la cause. Ce que vous dites est tout à fait exact, et c'est dans le moment présent pour le coup. Mais, pourquoi cette personne a pris quelque chose qui était bonne pour elle? Pourquoi dit-elle quelque chose? Bon, si on remonte toujours en arrière, on détruit ce comportement qui provoque la souffrance. Bien sûr. Vous voyez? Alors moi je répondrai. La cause. Alors moi je vous dis tout de suite, moi je ne cherche pas du tout à l'expliquer astrologiquement, mais je considère que l'astrologue a intérêt à maîtriser ce genre de technique. C'est la différence, voyez-vous? C'est-à-dire que je pense que l'astrologue a intérêt parce que souvent les raisons pour lesquelles les gens vont chez l'astrologue ne sont pas liées à l'astrologie. Donc effectivement, s'il a un autre outil qui lui permet d'étudier et de traiter la personne, pourquoi pas? L'astrologue, il est là que pour canaliser des demandes. Bon, bah effectivement, on n'est pas obligé de faire voyant, comme n'importe qui, il y a un conseil. Maintenant, bon, par exemple, tout à l'heure, j'étais dans le train pour revenir ici. Bon, je me suis retrouvé en face d'une famille. Il y avait la petite fille qui avait 4 ans, la maman, etc. Il y avait des questions de savoir si l'enfant, par exemple, l'enfant, visiblement, elle parlait trop fort, par exemple. Bon. Elle ne faisait pas attention à ce qui se passait autour d'elle. Voyez-vous, des choses comme ça. Bon, alors ça, on pourra, ou même la mère, on va dire que c'est des... Bon, on pourrait discuter pourquoi la personne... Bon, déjà il y a une chose qui va peut-être encore me faire traiter de misogyne, c'est que le rapport à la bouche n'est pas le même chez l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'on le sait très bien, la femme laisse passer beaucoup plus de choses au niveau de l'expression verbale que l'homme. De poisson. Comment? Ne serait-ce que les oreilles de poisson. Non, mais je veux dire que là, il y a une sorte de... chez l'homme, je dirais que le surmoi, la topique surmoïque buccale est innée en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle est là en soi, quelque part. Elle peut éventuellement être déviée, notamment par un environnement. Mais chez la femme, à mon avis, elle exige une éducation. Une éducation paternelle, etc. Bon. Et si cette éducation n'a pas véritablement fonctionné, effectivement, l'enclenchement du surmoi buccal n'est pas à l'œuvre. Donc, moi, je lâche de l'importance à l'environnement familial, au rôle du père qui apprend à la jeune femme, notamment, à savoir tenir sa langue. Etc. Vous êtes dur. Non, mais je suis d'accord. Non, mais moi je vous dis ça simplement, c'est anecdotique, je vous dis ça anecdotiquement pour vous dire que je ne suis pas obligé d'expliquer ça par l'astrologie. Je veux dire. Oui, non, ça c'est vrai. Voilà. Ce sont des choses qui se sont déclenchées, qui ont été mal gérées. Il y a un rapport du masculin et féminin qui n'a pas été rééquilibré. Ah non, mais on peut tout à fait occulter l'astrologie de sa vie et vivre très bien quand même. Non, mais moi je ne suis pas en train d'occulter l'astrologie de sa vie. Parce que moi, mais dans un certain nombre de cas, moi actuellement, j'essaie de convaincre un certain nombre d'astrologues de dissocier les deux. C'est-à-dire dire, voilà, bon, moi je vous propose des méthodes pour appréhender les problématiques, les thérapies, les pathologies. Vous pouvez les utiliser, ça c'est pas inintéressant, mais vous n'avez pas besoin de le relier forcément à l'astrologie. Pas forcément. Et l'astrologie, par contre, elle peut avoir un certain rôle à jouer au niveau prévisionnel, mais pas au sens où vous l'entendez, parce que vous avez une prévisionnalité très pointue. Moi, mon truc, vous êtes très pointu dans la prévision. Mon truc, c'est la cause, l'origine de quelque chose qui est faux, qui fait souffrir. Oui. Mais alors justement, encore une fois, pour moi, la souffrance, c'est déjà un échec. C'est-à-dire que la souffrance, normalement, pour revenir à cette théorie stomatique, normalement, si je contrôle ce que je mange et ce que je dis, je ne suis pas dans la souffrance. Sauf que l'autre peut me faire souffrir. Si lui, il me le fait pas. Non. Non, il ne peut pas vous faire souffrir. Et pourquoi pas? Parce que quand vous retrouvez la cause de quelque chose en vous, la cause de quelque chose qui vous fait souffrir... Non, mais vous pouvez ne pas faire souffrir les autres, mais eux peuvent vous faire souffrir. Oui, par exemple, vous êtes avec une femme qui vous déballe n'importe quoi. Bon, même si vous êtes très maître de vous-même, vous devez quand même vous capter ce qu'elle vous dit quand même. Vous savez, dans ce cas-là, il faut le dire, l'embrasser, lui dire je t'aime, puis
toi. Voilà, voilà, tais-toi, voilà, exactement. Il faut donc canaliser et on dit... Ah bah oui, non, on n'est pas obligé de supporter non plus. Ah ben voilà, donc vous êtes bien d'accord. Donc vous avez raison, vous avez raison à ce moment-là, d'ailleurs c'est le rôle de la main, vous mettez la main sur la bouche de la femme. Moi j'ai rien dit. Non, mais je veux dire, non, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui est extraordinaire. Vous avez dû avoir une éducation masculine et paternelle assez au point, apparemment. Ben, bizarrement non, parce que mon père n'a pas... Non, mais... Non, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus... J'écoute davantage. Vous êtes sobre, hein. Ouais. Non, mais j'ai peut-être... Vous devez parler des femmes Gémeaux, je suis sûr. Parce que alors là, effectivement, vous en connaissez les femmes Gémeaux. Pour moi, les femmes Gémeaux ou pas Gémeaux, c'est pareil au terme. Non, je garantis que c'est pas un souci. Les Gémeaux, c'est insupportable. Attendez, j'aimerais bien vous entendre un petit peu. Alors, comment vous... De toute façon, je n'ai pas fait d'analyse stomatique chez vous. Je ne sais pas exactement quand vous mangez, ce que vous mangez, ce que vous dites, etc. Je ne vous connais pas bien, en fait. Non, j'accepte ce que vous dites, ça m'intéresse. Je ne juge pas. Je ne cherche pas à juger, je cherche à... Observer. Non, à comprendre, en fait. Je comprends complètement ce que vous dites, en fait. Je ne vous juge pas. Non, je voulais savoir si comment vous étiez par rapport à cette problématique, c'est ça que je voulais dire. Mais enfin, bon, c'est hors sujet. C'était de voir comment vous, est-ce que vous étiez typique, parce que le mot, voilà encore un mot qui est important. On parlait de normes typiques, on est typique d'un certain système. Moi, j'ai trop de recul, j'ai assez de recul sur moi-même pour m'entendre. Donc, ça peut même des fois me gêner parce que je m'entendrais peut-être trop. Donc, ce qui fait qu'en fait, Vous avez recul. Oui, voilà. Il y a une forme d'inhibition. Presque. Auto-observation. La question qui m'intéressait, c'est de savoir quelle était l'origine de cette... Là, on n'est plus dans l'astrologie, mais justement, quelle est l'origine de l'inhibition? Alors, est-ce que c'est quelqu'un... Moi, je chercherais, sans faire de prévision, je chercherais... parce que, pour moi, la thérapie, pour un homme, n'est pas du tout la même que pour une femme. Pour un homme, alors, au niveau stomatique, c'est-à-dire pour un homme, je vais m'interroger sur les... il y a des dysfonctionnements qui, chez la femme, sont presque normaux, et qui ne le sont pas chez l'homme. C'est-à-dire des dysfonctionnements normaux, c'est-à-dire que chez la femme, ce serait un dysfonctionnement qui serait lié à un manque de quelque chose, un manque éducatif. Chez l'homme, ce serait plutôt un manque hormonal, c'est-à-dire que ce serait à un autre niveau. Vous êtes dur. Parce que pour l'homme, on tombe dans les questions de l'homosexualité, par exemple. On sait très bien que les homosexuels ont une façon de parler, de s'exprimer, de se raconter qui n'est pas totalement normale par rapport à la norme. Par rapport à la norme masculine. Voilà, il est normal par rapport à eux, quoi. Et surtout par rapport aux femmes, en plus. Oui. Bon. Donc, c'est très pour ça que je m'intéresse beaucoup à comportement homosexuel, parce que justement, il renvoie justement à des... Il renvoie à d'autres modèles que le modèle masculin. À d'autres choix, quoi. Bon. Mais, cela dit, donc, si j'ai affaire à un homme, je vais le traiter en disant, voilà, bon, ben vous, deux choses l'une déjà, bon, ben, de toute façon, être à côté, bon, je vais essayer de comprendre, de voir avec lui pourquoi il y a ce dérèglement. Et notamment, par exemple, je relis, moi, la diététique, et pour moi, la diététique fait partie de la thérapie. Parce que si j'apprends déjà à maîtriser ce que je mange, je réveille en quelque sorte un système de contrôle qui vaut aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi j'ai développé toute une théorie diététique, il faut toucher, parce que la main c'est le prolongement de la bouche. Hein. Donc pour moi, les organes extérieurs comme la bouche et la main sont en coordination avec l'estomac, avec le cerveau, etc. Donc ce sont il y a des informations, etc. Donc si la bouche et la main refusent quelque chose, il ne faut pas forcer le seuil. Parce que le refus, et par exemple, moi par exemple, je dis, faites attention, s'il y a un produit, vous mangez quelque chose, alors premièrement, il faut déjà toucher les choses avec votre main, parce que votre main, elle calcule aussi les choses. Vous devez toucher les produits que vous mangez avec les mains. Alors c'est plus facile de manger avec sa main une côtelette qu'une purée. Hein, bon, donc là, il y a aussi un problème de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas. Si on mange que des produits qui sont impalpables, déjà, on fausse le problème. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la nourriture, on peut faire un parallèle, c'est que pendant longtemps, à l'enfance, on nous force à manger. On est dans un temps
où des fois on peut ressentir en fait quelque chose qui n'est pas bon Une répulsion, pour nous. oui, Et là, totalement. je rejoins en fait, je fais un pont entre les deux, c'est que vous n'avez pas le choix, vous subissez en fait. Il y a un temps aussi Oui, où mais on peut, oui, et après... C'est pour ça que l'éducation n'est pas au point à ce Non, niveau-là. non, C'est pour ça que je vous dis, c'est non seulement un problème d'éducation familiale, c'est un problème de société aussi. Oui, c'est sûr. Et la société, elle pèse sur nos comportements. De même que, par exemple, un enfant qui n'a pas eu de père, qui a vécu tout le temps avec sa mère, il est normal qu'il développe mal certains... Il y a un déséquilibre aussi. Oui, il y a un déséquilibre qui se manifestera également dans ce domaine du rapport à ce qu'on dit et à ce qu'on mange. Par contre, le distinguo entre hommes et femmes, moi je ne suis pas si sûr que vous, parce que prenez un homme cancer, du signe du cancer, une femme du signe du bélier, vous verrez forcément chez la femme bélier un côté masculin très développé, et forcément chez l'homme du cancer un côté féminin extrêmement Eh développé. bien, écoutez, mon cher Philippe, moi je vous prends au mot. Je vous prends au mot. Parce que justement, là, vous touchez à un problème très intéressant, c'est que la recherche astrologique doit s'appuyer sur des tests relativement significatifs. Absolument. Bon, ce que vous dites, par exemple, eh bien, il faut le vérifier. Non, bah, c'est déjà fait. Non, mais je veux dire, il faut le vérifier d'après moi, d'après mon système. C'est-à-dire que moi, je fais passer des tests stomatologiques à une population de 50 personnes, par exemple. Je leur fais des fiches, etc. Et après, on voit si ça correspond à une typologie. Oui, c'est intéressant de faire c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut déjà avoir des repères. Oui, alors moi, je propose un repère très simple, oui. comportement, relâchement, contrôle, etc. Et là, on voit si... Comparaison. Et moi, je fais ça sans connaître le thème de la personne. Bien sûr. Et après, vous faites la comparaison. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait intéressant. Et ça peut être intéressant. Ça peut être surprenant. Pour ça que l'homme à la femme, si vous voulez, pour moi, c'est une élection qui n'existe pas vraiment. Parce que d'abord, on est les deux. Plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre, ça dépend. Mais... Il y a effectivement comme on dit, il y a effectivement... Non, mais de toute façon, on va pas revenir à la discussion de ça, parce que tout dépend aussi de la définition qu'on a de l'homme et de la femme, etc. Voilà. Bon, moi, personnellement, et puis on n'est pas là pour discuter forcément de cette question-là, mais ce sur quoi on peut conclure, c'est effectivement, c'est que malgré tout, c'est pas indifférent de savoir qu'on a affaire à un homme ou une femme. Non. Qu'il y a des informations qui sont quand même importantes liées à ça. Oui. Alors, bon, vous avez tendance à dire, finalement, c'est pas si important que ça, parce que la marque zodiacale va être dominante, et en quelque sorte, le facteur masculin-féminin sera récessif, en quelque sorte. Au sens presque biologique. Voilà, c'est un peu ce que votre position. Oui. Bon, moi, personnellement, je vous dis très franchement, pour moi, le critère zodiacal, pour moi, n'est pas pertinent. Donc, mais cela dit, on a un challenge là, effectivement. Moi, je suis prêt à mettre en place des outils psychologiques avec des tests psychologiques relativement précis, qui touchent à des questions quand même majeures, et de voir de faire la comparaison avec ça. Voilà. Donc là, c'est un peu statistique. Voilà, des statistiques. C'est intéressant, ça. Parce que si on n'a pas des statistiques dans ce type-là, c'est-à-dire si on n'a pas une autre source d'information, c'est clair. À ce moment-là, ça peut pas marcher. Non, mais je comprends tout à fait ce que vous dites et je suis tout à fait d'accord là-dessus parce que c'est le meilleur moyen. Moi, je suis pour une astrologie, disons, minimale. Oui, mais c'est-à-dire très minimale, qui ne considère pas qu'elle rencontre des problématiques psychologiques qui sont liées à d'autres facteurs, qui ne rend pas compte de tous les événements de la vie de la personne, parce que pour moi, l'astrologie est quelque chose de très élitique, comme vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'elle ne concerne, il n'y a que quelques rares élus qui sont marqués par les cosmos. Non, mais je suis d'accord, mais il n'y a que quelques rares élus qui, eux, ont le privilège de capter certaines énergies très subtiles, et puis les autres, ils en profitent dans la foulée. Vous, au contraire, d'après ce que vous nous avez dit, on fait le thème, les progressions de chaque personne, et puis chaque personne est véritablement un agenda qui est en rapport avec le cosmos. Qui peut expliquer un malaise, oui. Alors, où est-ce que vous en êtes, vous, de pour faire le point là-dessus? Est-ce que vous êtes plutôt dans quelle direction, Carole? Ah non, mais moi, j'arrive à... Je ne cherche pas à me positionner, en fait. C'est que j'essaie de comprendre, c'est que ce serait comme deux langages, en fait. Mais on parle bien de la même chose, mais à deux plans différents. C'est que, pour vous, Philippe, en fait, la souffrance est quelque chose, en fait...
vous êtes dans une recherche complètement différente, en fait. Disons que l'humanité souffrante vous pèse davantage, en fait. Bah, j'ai envie de, Voilà, de l'aider à sortir de Non, souffrance pas du tout, inutile. parce que moi, la souffrance, elle fait partie aussi de Bien mon sûr, système. non. Totalement, mais elle n'est pas au niveau de l'astrologie, mais elle existe, Je évidemment. ne vous l'enlève Oui. pas, Jacques, c'est pas du tout ça. C'est que vous situez à un plan supérieur, c'est-à-dire que vous ne réfléchissez, vous pensez après cela, en Non, fait. là, je situe l'astrologie sur un plan supérieur, mais pas la souffrance. Non, La souffrance, je l'appréhende avec des outils qui ne sont pas astrologiques. voilà, Mhm. c'est sûr. C'est pas dit De que je toute vais la nier. façon, oui, hein. Non, Je dis que l'astrologie n'a pas à nous rendre compte de cette souffrance, si ce n'est qu'effectivement, quand par exemple il y a des déplacements, des changements, ça peut déclencher de la souffrance. Quitter un endroit pour aller dans un autre endroit, c'est de l'ordre de ça peut générer de la souffrance. Celle-là, oui. Ou un bonheur. La souffrance, oui. Non, je veux dire que ça peut. Le déplacement n'est pas neutre. Le changement de lieu n'est pas neutre. La rencontre avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années n'est pas neutre. Mais ça, c'est Oui, vrai. Donc ça, c'est évident que Oui. rien que ce facteur-là de changement géographique peut provoquer des processus très forts. Ah bah c'est pas innocent, bien sûr, oui. Je regarde, c'est pas un frelon, je crois que c'est un bourdon, il n'a Non, pas c'est eu un bruit. téléphone. Pardon? C'est un téléphone. Ah bah c'est encore mieux. D'accord. Non, mais c'est cette idée aussi que vous soulevez souvent, c'est que la thérapie est entrée en jeu avec, est entrée dans le domaine de l'astrologie, en fait. C'est un peu ça. Donc c'est comme si le cinéma voulait faire de la thérapie aussi. Et que vous voulez parler, le cinéma c'est le cinéma, vous parlez de l'astrologie et les gens reparlent de Oui, en fin de compte, on pourrait la dire qu'en fin de compte, le problème, c'est qu'il faut réfléchir sur la souffrance. Parce que la souffrance, quelles sont les causes de souffrance? Utiliser des modèles psychologiques qui rendent compte de la souffrance, par exemple le dérèglement buccal, le dérèglement des fonctions de contrôle peut générer de la souffrance physique et morale chez soi-même, chez les autres, effectivement. Mais ce dérèglement a lui-même une conséquence. Alors, il est la conséquence, effectivement, d'une part, d'un manque, paradoxalement, je dirais que pour l'homme, il est la conséquence de quelque chose qui a été rajouté et qui vient perturber le système, et chez la femme, de quelque chose qui n'a pas été apporté. Mais la souffrance, ce serait aussi simplement un déséquilibre, en fait. Et Un dysfonctionnement, oui. ouais, et Un mensonge, et je dirais. pour penser de façon beaucoup plus, peut-être plus évolutive, il faut quitter il y a cette idée de la souffrance, en fait. À un moment, retrouver son équilibre, c'est essentiel pour penser différemment également, en fait. Mais je pense que l'idée de la souffrance, elle est quand même beaucoup d'actualité. Les gens parlent énormément de souffrance actuellement, cherchent... Alors justement, la tentation, ce serait de l'astrologie d'occuper ce créneau de la souffrance. Peut-être. C'est pas une tentation, c'est plutôt un bénéfice. Et c'est une demande aussi. C'est une demande aussi. Disons peut-être que les gens, dans leur imaginaire, pensent que peut-être l'astrologie serait la cause de leur souffrance, comme le karma, par exemple, serait une cause de souffrance pour beaucoup de gens. Ils imaginent que c'est la cause de leur souffrance. Mais ils en cherchent Mais l'origine. j'ai interviewé l'autre jour M. Gauthier, là, qu'on va le mettre en ligne aujourd'hui. Il me dit, oui, mais voilà, j'ai une vie extrêmement difficile, il m'est arrivé des trucs effrayables, et c'est pour ça que je suis arrivé à l'astrologie karmique. Il le dit clairement. C'est-à-dire que les gens veulent trouver du sens à leur souffrance. Ils veulent pas que ce soit quelque chose de Moi, je gratuit. suis pour trouver l'origine, parce qu'il n'y a aucun sens. C'est très bête. La souffrance, c'est une origine extrêmement stupide, parce qu'un jour, on est obligé de se mentir, on a cru bon de mentir à soi, et du coup, on souffre, et on se fait souffrir, puis on fait souffrir les autres, si vous voulez, mais je ne trouve pas, je n'ai jamais cherché d'explication à la souffrance, parce que c'est éviter de chercher l'origine, et de soulager l'origine de la souffrance, de la faire disparaître. Pour moi, c'est un mauvais moyen, parce que ça retarde la guérison. Moi, je crois qu'on peut s'en libérer en pensant différemment. Mais en fait, à un moment, en fait, c'est comme quitter quelque chose. La souffrance est énormément liée aussi à l'idée de la pensée. C'est une façon de penser aussi. Ah ben totalement. Totalement. Donc, pour moi, la souffrance est liée au mensonge. Au mensonge qu'on se croit obligé de se faire à soi et qu'on se croit obligé de faire aux autres, ne serait-ce que tous les gens qui seront obligés d'être gentils, c'est un exemple basique, et qui du coup en souffrent. Bon. Et puis à la fin, ils deviennent violents, et puis toute leur famille.
Mais bon, là, on sort un peu du contexte. Eh bien, écoutez, je vous laisse terminer notre entretien. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire que vous n'avez pas pu dire Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. En tout cas, si j'ai bien compris, votre conception, les astres quand même sont très prégnants. On va dire, vous déterminez les dates, les moments, d'après tout un réseau de progression. Et à partir de là, une fois que vous avez ce canevas, vous allez articuler ça sur une méthodologie qui le défaire. Oui. Je voudrais terminer par quelque chose de très poétique. Voilà, je vous en prie. C'est l'histoire d'un petit garçon qui voit un sculpteur. Et puis, bon, il sait que le sculpteur avait une grosse pierre au départ, et puis ce sculpteur a sculpté une femme nue. Bon, et le petit garçon demande au sculpteur, mais comment tu savais qu'il y avait une femme nue dans la pierre? Et je trouve ça très beau, voilà, quand même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu comme de l'astrologie. L'astrologie sculpte le cosmos, voilà. Mais elle y trouve quelque chose qui n'y s'y trouve pas. Ben forcément, elle l'invente. Elle invente. Bien sûr qu'elle invente. Donc monsieur Fidé nous parle d'un logiciel que vous avez vous-même fait concevoir. Voilà, à partir d'un ouvrage qui n'est pas écrit par moi, mais j'ai vérifié la théorie et ça m'a paru intéressant. Ça, c'est un fond d'écran, que je fais beaucoup de fonds d'écran, qui permettent d'avoir en permanence quelque chose sous les yeux qui fait avancer, qui fait se poser des questions, ce que j'aime bien. Et encore une fois, s'apercevoir, ben finalement, j'étais très bête de penser ça, parce que c'est pas vrai. Seulement un jour, on m'a raconté ça, on me l'a fait croire, ou je l'ai cru, à partir d'un événement, d'une expérience. Et alors, le petit logiciel que je vais vous montrer, il est très simple. Il est très simple, il se trouve ici. Alors, ça s'appelle Machine à guérir, c'est tout simplement, hein, soyons modestes. Hein. Voilà. Donc, il y a la notice qui est la première page, c'est PowerPoint, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Hein. Ça, c'est la première page. Après, voilà. Donc, par exemple, il s'appelle comment votre logiciel? Machine à guérir. Machine à guérir. Tout simplement. C'est pas astrologique du tout. Non, c'est rien. C'est ça, d'accord. Alors, le principe, justement, sur l'immobile, les yeux suivent l'objet qui se déplace latéralement. Vous voyez? C'est tout simple. Hein, Et c'est alterné avec une phrase. Voilà, je peux dire que j'ai peur de mon père. C'est un exemple, hein, bon, parmi d'autres. Mais, vous voyez, chacun a un peu sa phrase. Mais le fait de dire cette phrase, si elle est vraie, si elle dérange, et le fait que les yeux suivent ça, permet aux deux cerveaux de capter l'information, et à ce moment-là, quelque chose en vous dit, ben, c'est même plus la peine maintenant. Soit il est mort, soit j'ai grandi, soit il a changé, soit... Vous voyez, ça permet de faire comprendre que la chose qu'on croit présente est du passé. Vous voyez, et ça libère. De l'intégrer, en fait. Oui, de l'accepter, de la faire dissoudre. De complètement la dissoudre. Alors ça, c'est une des méthodes que j'utilise, y compris sur moi, parce que je suis mon principal cobaye. Et puis, ça s'appelle affiche à guérir. Je vais vous montrer, c'est très facile aussi. Et puis j'ai un autre système avec le champ. Avec le champ, je vois alterner droite-gauche. Vous voyez, parce que bon, j'ai un petit logiciel qui permet de créer des choses. Alors ça, par exemple, excusez-moi, affichage, plein écran, voilà. On y arrive, voilà. Bon. Alors, vous voyez cette phrase, c'est ce que j'appelle une phrase d'induction, c'est-à-dire que ça induit, c'est toujours incomplet. Pourquoi fais-tu semblant d'être? Et quand on travaille là-dessus, parce que ça clignote, donc ça éveille un peu le cerveau, se permet de retrouver l'origine d'un comportement qui en fait vous dérange les autres. Vous voyez? Alors, mais c'est un travail, je veux dire, de tout nettoyer, c'est un sacré boulot. Hein. Mais ça vaut le coup. Vous voyez? Parce qu'on est beaucoup moins encombré par de fausses certitudes, de fausses croyances, de fausses peurs, de fausses... que du faux, quoi. Que du bidon. C'est un mot qui revient, hein, faux. Ah ben oui, c'est ma... Pour moi, quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui se ment. Et qui a cru un jour qu'il était obligé de jouer un autre personnage, et puis voilà.
Et donc ça c'est un fond d'écran, j'en fais beaucoup avec des dessins, quoi, parce que je fais beaucoup de dessins. Et vous savez faire quoi, vous faites aussi des trucs informatiquement? Moi, oui, je fais de l'infographie. Mais c'est plus... Je serais peut-être plus dans des choses contemplatives ou d'énergie des images assez... De visuel. Oui. Qui utilisent beaucoup la couleur, en fait. Je n'utilise pas beaucoup le langage, mais c'est comme si moi, je m'évade davantage, en fait. Je me sers vraiment du côté artistique comme une évasion, en fait. Je pense que je ne suis pas dans dans le thérapeutique, en fait. C'est plutôt l'idée de l'expression et de l'évasion. Ça, c'est un dessin que j'ai fait il n'y a pas longtemps, avant-hier. Voilà. Donc, c'est des dessins où chacun peut voir ce qui l'arrange, parce qu'en fait, c'est pas un dessin. C'est Rorschach, oui, c'est un peu. Ouais, c'est un peu ça, où chacun voit le... Vous voyez, par exemple, chacun voit ce qu'il veut. Et là, le texte, c'est justement, je fais semblant toujours d'être tenu, vous voyez, pour permettre au cerveau de se dire, ben oui, pourquoi je reste comme ça, immobile, accroché, alors qu'en fait, j'ai plus de raison de l'être, vous voyez ce que je veux dire. C'est s'apercevoir qu'on est dans le présent et que ce qui nous manipule n'existe plus. Donc c'est pas la peine de continuer, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça le principe en fait. Hein. C'est tout simple. Hein. C'est chasser les illusions en fait. Pardon? C'est chasser les illusions. Oui, mais les illusions graves, puisqu'on en souffre. Hein. Oui, bien sûr. On en souffre et on fait souffrir les autres. Hein. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui se croit moche, par exemple. Vous fait une vie d'enfer. Parce qu'il va tout interpréter comme si on agressait. Mais en fait, elle s'auto-agresse. Mais vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit sans qu'il prenne la mouche. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est horrible. Hein. C'est pour ça qu'elle est bien. C'est plus sympa pour les autres. C'est pour ça qu'elle a besoin du regard des autres. Parce qu'en fait... ben oui, mais elle ne voit pas. Elle se voit dans le regard des autres. Elle se voit qu'elle. Elle se trompe. Moi, quand je vous regarde, je ne vous vois pas. Vous voyez ce que je veux dire, et l'inverse est vrai aussi, quoi. Et quand vous évoluez, vous voyez les gens différemment d'un autre regard, en fait. Oui, hein. c'est sûr. C'est pour ça qu'on a intérêt à voir que les gens intelligents et gentils, parce qu'on se voit autrement grâce à leur regard, et on a plus de chances d'avancer. Vous voyez, si vous vivez avec des ignorants méchants, c'est pas bon pour vous, parce que vous finissez par vous voir comme ça. Alors qu'en fait, vous êtes le cosmos, vous toute seule, hein, donc vous êtes tout. C'est absolument tout. Bon. Il n'y a pas de limite. Hein.